Bonjour à tous, bienvenue sur Allo Fiston. Cette semaine, Allo Fiston est parti à la campagne, petite séminaire détente on va dire, mais je suis quand même avec Emeline. Salut Emeline. Salut Louis, c'est vrai qu'on avait besoin de se retrouver, juste toi et moi, du coup c'est pas mal. Non, trêve de plaisanterie, aujourd'hui on va aborder un sujet très très important qui est comment trouver son prix, en fait, comment le déterminer. Pour ça on a un exemple très probant, parce que hier on était en train de manger, puis ton père t'appelle. Allô fiston, j'ai un problème. Exactement, alors comme vous le savez peut-être, mon père a une entreprise d'huile d'olive, une petite oliverette il a acheté, et on vend de l'huile d'olive bio. Et en fait le truc c'est que mon papa il sait pas vraiment internet, les codes, vendre, tout ça, il est pas trop à l'aise. Et donc là il me dit, bon en gros j'ai 100 bidons à écouler avant la fin de l'année, qu'est-ce que je fais? Alors là, je lui dis, bon, bah, peut-être que ce que tu peux faire, c'est faire en fait une séquence de vente emailing. On reviendra dans le détail un peu plus tard. Et puis, tu essaies d'écouler ça. Et là, le premier truc qu'il me dit, c'est, ah ouais, mais à quel prix? Parce que j'ai jamais fait ça sur ce canal avec ce produit qui est un petit peu nouveau dans sa gamme. Donc, en fait, on s'est concentré sur comment trouver le prix. Et pour ça, Emeline, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a déterminé le prix par un A/B test, tout simplement. On va vous l'expliquer après, parce que c'est vraiment les deux sujets principaux du podcast qui sont comment déterminer son prix et tester son prix. En fait, c'est un peu la réponse à la question. Mais déjà, prenons un peu regardons à la grande image du business de ton papa. Donc là, on est sur un business physique et il a un inventaire à écouler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ton père ne vend pas en ligne, ce qui a été vraiment la plus grande des difficultés. Il n'a pas de module e-commerce et il fait tout seul. Et en fait, toi, moi je dis nous, mais ce que tu as vraiment dû faire, c'est faire en sorte que ton père puisse vendre ses bidons sans être physiquement derrière chaque vente. Parce que tout à l'heure, tu m'expliquais que quand ton père vend son huile d'olive, en fait, il va démarcher les clients et il va vraiment faire du face-à-face. Ouais, voilà, en fait, le problème, c'est qu'il passe énormément de temps sur des salons, en réunion, avec d'anciens collègues, à faire des livraisons dans tous les coins de la France, mais vous vous en doutez, en fait, c'est pas un truc qui est possible de faire à grande échelle. Et donc, effectivement, le premier truc qui a dû être fait, c'est faire un système de vente. Alors, peut-être pour l'anecdote, en fait, pour que vous compreniez comment mon père faisait de la vente à distance, entre gros guillemets, jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il envoyait un email à des clients, donc à des clients, des prospects qu'il avait obtenus par bouche à oreille, par salon, etc. Et dans cet email, il mettait un bon de commande en PDF. Donc les gens lisaient l'email. S'ils étaient intéressés, ils téléchargeaient le PDF. Sur le PDF, ils devaient dire en gros le nombre de bidons qu'ils voulaient, à quel prix. Ensuite, ils devaient mettre ce PDF dans un email, envoyer l'email à mon père avec le bon de commande, puis aller sur leur banque et faire soit un virement, soit un chèque. Enfin, en 2020, à l'époque de Amazon, si vous voulez, c'était à se taper la tête contre les murs. En fait, on peut pas vraiment mesurer, mais je pense que ton père a dû perdre énormément de clients, tout simplement parce que c'est dur, même si moi j'aime beaucoup l'huile d'olive, si ça me prend plus que de 5 minutes, mais encore 5 minutes c'est énorme, si c'est pas à 3 clics, c'est la fameuse règle des 3 clics dont on a peut-être parlé, ou du moins dont on reparlera sûrement, en fait il faut simplifier la tâche à votre prospect, sinon il le fera pas. Ouais, et en fait il y a un truc qui a vraiment prouvé que ça fonctionnait, c'est que en mettant en place un système de vente via site internet, que je détaillerai dans quelques instants, on a eu des clients qui n'avaient jamais été clients. En fait on a eu des nouveaux clients pour la première fois qui ont été séduits alors qu'on n'avait pas changé grand chose à part le système de prise de commande. Alors là c'est bon, alors explique-nous concrètement qu'est-ce que tu as fait, tu as créé une page de vente, c'est ça? Voilà, en fait ce que je lui ai dit c'est papa, tu vas commencer par faire un email de vente entre guillemets, tu vas juste faire un petit texte simple, précis, qui vante les mérites de ton huile d'olive sans en faire trop, et à la fin tu mettras un bouton et tu diras en gros cliquez ici pour passer commande. Lorsque les gens cliquaient sur ce bouton, ils arrivaient sur un truc tout bête, un petit Wix que vous connaissez sûrement. Qu'est-ce que c'est Wix? Alors Wix, W-I-X, c'est un système pour créer des sites internet en ligne très facile. Vous prenez des modules, vous les faites glisser sur votre page et ça vous permet de créer un site e-commerce vraiment facilement. Je trouve que si vous n'avez pas beaucoup de produits, si vous n'avez pas des grosses exigences pour tester le marché, Wix c'est très bien, ça coûte pas très cher. Bref, petit site Wix. Je lui ai mis sur ce site son produit qu'il voulait vendre. Les gens, lorsqu'ils cliquaient sur le bouton dans l'email, ils arrivaient directement sur la page du produit. En 3 clics, ils pouvaient ajouter au panier et bam, ça partait en livraison derrière. Alors c'est parfait, mais alors moi je pense à une question, comment tu as géré par exemple les paramètres de paiement? Parce qu'avant ils payaient ils devaient renvoyer le PDF, là est-ce qu'ils peuvent payer par carte? Et oui, alors évidemment, qui dit site internet dit encaissement en ligne. Et pour ça, il y a 2 options. La première qu'on détaille pas parce que trop compliqué et généralement que personne fait,
sauf les très gros, c'est utiliser les banques, hein, BNP Paribas, Banque Pop, Société Générale, etc. Et ça, en fait, vous importez les pages de ces banques directement dans votre site pour faire un paiement. Bref, c'est compliqué, on oublie. Par contre, le deuxième truc qui est très facile à mettre en place, c'est Stripe. S-T-R-I-P-E. Stripe, en fait, ça vous permet d'utiliser les cartes bleues pour payer sur votre site internet. C'est très facile. L'entreprise Stripe prend un petit pourcentage, aux alentours de 2% à chaque commande. Mais en attendant, les gens payent en carte bleue sur votre site et l'argent arrive sur votre compte en banque moins d'une semaine après. Parfait. Alors, si on récapitule, tu as créé une page sur Wix, puis tu as lié ça avec un compte Stripe pour que les gens puissent payer sur Internet directement. Alors ça, c'est pas mal. J'ai ta page sous les yeux, tu me l'as envoyée tout à l'heure quand on préparait l'épisode. Ce que je trouve très bien, en fait, c'est que les gens n'ont pas d'autres possibilités. C'est soit ils achètent, soit ils sont passés du par l'offre, et puis après, ils partent. Exactement. Et puis en fait, lorsqu'on a créé l'offre, on s'est posé la fameuse question du prix, hein, qui est un peu voilà, le sujet de ce podcast. Et là, j'ai dit à mon père un truc très simple. Je lui ai dit, papa, tu as, je sais plus exactement, mais on va dire, tu as 1000 adresses dans ta base de données, hein, donc tu as 1000 adresses de personnes à shooter, à contacter. Eh bien, tu vas commencer par faire 2 groupes. D'abord, tu vas prendre uniquement les plus mauvais clients, c'est-à-dire ceux qui consomment jamais, qui sont pas vraiment des bons clients, voilà. Et ce premier groupe, tu vas encore le diviser en 2. Donc tu vas faire 2 groupes de 250 personnes chacun, et en fait, tu vas faire 2 emails. Et ces 2 emails auront 2 boutons différents et enverront vers 2 pages différentes du site. Une page du site. Oui, Emeline. Alors, qu'est-ce qui changeait, en fait? Et bien voilà, en fait, Oui, ce qui changeait, c'était uniquement le prix. C'était 2 versions du site exactement pareilles, sauf que sur l'une, on vendait le bidon d'huile d'olive à 34 €, je crois, et sur l'autre, peut-être à 44 €. Ma mémoire me joue des tours, mais en fait, l'idée, c'était juste de voir quel prix séduisait le plus les consommateurs et quel prix permettait d'avoir le meilleur chiffre d'affaires. Alors je vais poser une question peut-être un peu bête. Pourquoi est-ce que, moi je me dis forcément le prix le moins cher va fonctionner le plus parce que les gens ils veulent en avoir pour leur argent. Eh bien pas vraiment, parce qu'en fait il y a une notion qui est importante qui s'appelle la notion de prix psychologique. Le prix psychologique c'est quelque chose qui est difficile à estimer si on ne fait pas de test, si on n'a pas de données de la concurrence ou quoi. Et en fait cette notion c'est à quel point les consommateurs pensent que ce prix est juste par rapport à votre produit. Je prends un exemple. Imaginons que vous trouviez un sac à main Louis Vuitton dans la rue à 10 €. Vous allez vous dire c'est un faux, parce qu'un sac Louis Vuitton, ça coûte pas 10 €. Ça coûte 1000, 5000, etc. Et bien en fait, ça c'est le prix psychologique. Vous vous dites, une huile d'olive, mettons à 5 €, ah ça doit pas être une bonne huile d'olive. Alors que entre 34 et 44 par exemple, et bien là vous vous dites, c'est cher. Ça doit sûrement être très bon. Il faut juste voir quel est le rapport entre c'est très bon, mais c'est trop cher et j'achète pas, ou alors c'est pas assez cher, ça doit pas être assez bon, j'achète pas. Et là, tu as une marge de manœuvre, et c'est là que c'est très intéressant en fait d'AB tester ton prix. Alors j'ai 2 questions qui me sont venues en tête quand tu m'as expliqué votre méthode de segmentation. Pourquoi avoir choisi les plus mauvais clients? Alors en fait, l'idée c'était de se dire, ces clients, on n'en attend pas grand chose dans tous les cas, donc faisons des tests dessus, comme ça, au pire, on perd pas beaucoup de ventes, on perd pas beaucoup de chiffre d'affaires sur ces, entre guillemets, mauvais clients. Donc l'idée c'était utiliser cette partie de la base de données pour faire des tests et une fois qu'on savait quel était le meilleur prix, shooter, donc envoyer des emails aux meilleurs clients avec le meilleur prix. Alors ça c'est parfait, donc on fait une petite cible test on va dire sur quelque chose où l'enjeu n'est pas très très grand. Ensuite 250 et 250, est-ce que l'échantillon est assez grand pour être représentatif ou pas? Alors l'idéal ce serait de faire un échantillon évidemment un peu plus grand. La réalité, c'est qu'avec 250 personnes de chaque côté, on peut commencer à avoir des données très fiables. En fait, la réalité, c'est pas tellement le nombre de personnes dans l'échantillon, c'est plutôt les résultats qui sortent. Imaginons que chacun des 2 ensembles, donc chacun des 2 groupes de 250 personnes, fasse que 2 ventes de chaque côté. Et bah, on peut pas vraiment prendre de décision, parce que du coup, c'est vraiment égal. Par contre, si l'un des 2 groupes va passer 10 commandes d'un côté et 1 commande de l'autre, alors on sait que le groupe avec 10 commandes a un prix bien meilleur, bien plus efficace, et c'est celui-là qu'il faut garder. Ok, alors 3e pilier de l'AB test avant qu'on récapitule, c'est sur quels critères vous avez optimisé? Alors nous, on a optimisé sur le critère du chiffre d'affaires, parce que ce qui nous intéresse en priorité, c'est le chiffre d'affaires, évidemment, comme beaucoup d'entreprises. Et donc, on n'était pas vraiment dans une logique d'acquisition de clients, où là, l'objectif aurait été de maximiser le nombre de nouveaux clients. Donc en fait, on a juste regardé quel groupe et quel prix permettait d'avoir le plus grand chiffre d'affaires. Parfait, alors là, récapitulons nos 3 bases de l'AB testing. C'est que déjà, vous essayez de commencer à tester sur une base où l'enjeu est moindre, ici les plus mauvais clients, souvent c'est le mieux.
Ensuite, vous devez avoir un échantillon quand même suffisamment représentatif pour que vos résultats soient fiables. Et la dernière, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas optimiser sur tout. Vous ne pouvez pas optimiser et le nombre de commandes et le chiffre d'affaires. Il faut vous fixer une métrique en fait et la suivre. Donc ce processus d'A/B test, il est très très important, surtout pour une donnée aussi capitale que votre prix, mais ça peut aussi, se multiplier sur tous les aspects de votre entreprise. Vous ne pouvez pas savoir que quelque chose fonctionne tant que ça n'a pas été testé et validé. Et dans l'idéal, oui, en fait, il faudrait faire un A/B test, vous avez validé les résultats et recommencer, parce qu'en fait, ta marge, elle est infinie. Ouais, exactement. Et en fait, cette logique d'A/B testing, elle doit être permanente dans votre entreprise. Alors évidemment, quand on est dans une petite entreprise, on n'a pas forcément le moyen de faire beaucoup d'A/B tests, mais par contre, ce qui est important, c'est de le garder en tête et de pouvoir, à chaque fois que c'est possible, faire un nouveau test pour acquérir un petit peu plus de connaissances sur son marché, sur ce qui fonctionne, etc. Exactement, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse où on ne fait que des A/B tests et finalement ils n'ont aucune valeur et on est pris dans une roue sans fond. Disons que si vous appelez Uber ou Facebook, c'est bien, mais généralement, on ne peut pas tous faire comme eux, quoi. Voilà, alors pour déterminer son prix, on a donc l'A/B testing, ça c'est hyper important. Une autre chose que je vois sur ton site, Louis, qui est très intéressante, c'est vous avez fait une remise moins 30%. Tu peux m'en dire un peu plus sur ça ? Oui, alors ça c'est un autre levier, on sort un tout petit peu de la notion d'A/B testing pur et plus dans une stratégie marketing globale. L'idée c'était tout simplement de se dire, faisons une campagne à durée limitée en proposant aux gens qui passent commande avant telle date, je me souviens plus exactement, d'avoir X pourcentage de remise. Je crois qu'en l'occurrence c'était 30. Ça c'est un bon outil en fait également pour stimuler tout simplement les ventes. Il y a des entreprises qui font très peu de soldes, généralement les marques de luxe, mais il y en a également beaucoup qui font des soldes, et il suffit de voir les queues devant les Zara le jour des soldes, ça fonctionne. En fait, les mécanismes pour pousser à l'action, ils ne sont pas illimités. Il y a la rareté, plus que 50 bidons disponibles. Et alors là, vous allez vous dire, oh, mais ça doit être génial, puisque tant de personnes avant moi ont commandé. Et ça, c'est ce que ton papa pourra faire après, quand il approchera la fin de l'inventaire. Et il y a en fait la durée limitée. Ça, c'est hyper important. Et en fait, ça va renforcer votre prix. Ça peut être quelque chose que vous venez mettre en deuxième temps, mais c'est sympa de mettre un prix un peu plus haut, puis de le barrer. Et c'est encore mieux d'appliquer ça sur des clients un peu en mode des clients qui sont déjà récurrents, en mode offre exclusive pour vous, 30% de remise jusqu'à dimanche. Par contre, je tiens à préciser quelque chose, si vous le faites sans durée limitée, c'est illégal. Donc, en tout cas, c'est illégal de le dire et de pas le faire. Oui, et de pas le faire, voilà. Donc le faire. Et troisième point, je sais qu'il est un peu grand cet épisode, mais il y a un autre point que je voudrais aborder avec toi, Louis, et c'est pour déterminer son prix, on a une autre stratégie qui fonctionne très bien, qui est souvent utilisée par les éditeurs de logiciels. Typiquement, je pense à Microsoft Word. Moi, je veux télécharger Word, je vais sur leur page, et là, en fait, je vois une stratégie qui s'appelle Good, Better, Best. Si je traduis, ça veut dire bien, encore mieux, la meilleure. C'est-à-dire que j'ai l'offre standard, peut-être 15 € par mois. Ensuite, j'ai l'offre à 25 € par mois, la plus choisie. Et ensuite, j'ai l'offre tout inclus pour 1000 utilisateurs, moi et ma boîte, à 50 € par mois. Qu'est-ce qu'elle nous dit en fait, cette stratégie, Louis ? Alors en fait, il y a deux choses très importantes. La première, c'est que cette stratégie, elle vise à vous donner l'illusion du choix. Et personne n'aime prendre des décisions sous la contrainte. On aime penser qu'on est maître de notre destin et qu'on est un peu les capitaines de notre barque. Et avec cette stratégie à 3 offres, on se dit, c'est moi qui choisis, c'est pas l'entreprise qui m'impose un prix, je suis libre de choisir. Évidemment, c'est un mensonge parce que tout a été pensé, tout a été designé pour vous faire cliquer quoi qu'il en soit. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en réalité, très souvent, la majorité du temps, l'entreprise, elle veut pas vous vendre l'option 1 ou l'option 3, elle veut vous vendre l'option du milieu, l'option 2. Parce que c'est celle qui a la plus grosse marge, c'est celle qui offre le plus d'argent à l'entreprise par rapport au service qu'elle va vous fournir. Et donc, en mettant en plus l'option la plus choisie, la préférée, on va utiliser la notion de preuve sociale. Ça veut dire que si d'autres gens ont fait ce choix avant vous, ça peut pas être un mauvais choix. La théorie du restaurant plein, et donc ils veulent vous pousser cette option du milieu. Et puis surtout, moi je suis un utilisateur seul, pas forcément une entreprise, c'est l'offre en fait la plus basse qui m'intéresse, mais je me dis, je peux avoir encore plus de caractéristiques pour 2 € par mois. Forcément, je vais la prendre. En fait, cette stratégie fonctionne parce que vous avez vos 3 prix et en dessous, souvent, vous avez un petit tableau avec des croix et des croix en rouge, vraiment, les croix, on n'aime pas, et des gros checks verts. Et dans l'offre la plus basse, il n'y a que des croix rouges avec un petit check. Et dans l'offre du milieu, on se dit, j'ai quand même accès à cette caractéristique que je vais jamais utiliser, soyons honnêtes. Mais ça vous donne l'impression d'en avoir plus pour votre argent. Ouais, exactement. Je crois que tu as tout dit. Il y a vraiment, en fait, là, on est vraiment dans une notion de marketing psychologique. Et si vous avez les moyens ou l'opportunité de le faire, n'hésitez pas à le faire. Cette stratégie de triple prix
elle a prouvé qu'elle fonctionnait. Ok, alors récapitulons, il faut A/B tester, ça c'est hyper important. Il faut ensuite, si possible, effectuer une remise, ça fonctionnera énormément, donc n'hésitez pas à fixer un prix plus haut. Et en fait, le vrai prix, c'est le prix, pas le prix barré, mais le prix proposé. Alors on appelle ça des remises hongroises, généralement. Et oui, effectivement, c'est une bonne stratégie, beaucoup de monde le fait. La réalité, c'est que c'est quand même assez encadré par la loi, donc Oui. à voir dans quelle mesure, mais on va pas se mentir, vous serez pas le premier à le faire si vous le faites. Faites-le de temps en temps avec parcimonie parce que sinon en plus après votre base pourra se dire ouais il va faire des petits soldes dans 1 ou 2 mois, je vais attendre. Et troisième pilier très important, encadrez votre offre avec une offre moins intéressante et une offre plus intéressante et vous allez voir qu'en fait ça va toujours être votre offre qui va être choisie mais peut-être plus fréquemment parce que certains indécis s'y laisseront tenter. Un dernier truc, Louis, quelle est l'adresse du site de ton papa si jamais nos auditeurs veulent acheter de l'huile d'olive ? Eh bien écoutez, c'est très simple, vous allez sur Google et vous tapez monter-verdi.fr et puis vous nous trouverez Monteverdi comme le compositeur, sauf que nous, on vend l'huile. Bah voilà, c'est tout. Merci beaucoup Louis et puis à la semaine prochaine, non ? À la semaine prochaine et puis comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast, Deezer et Spotify. Ciao !